Il est 17h et quelques pruneaux, 17h05 à peu près, on a 5 minutes de retard sur le planning, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est dans la passion que naît la flamme de la créativité. Et la passion passe aussi par 5 minutes de retard parfois, c'est faux, mais bon, c'était le temps qu'il fallait pour aussi rassembler ces gens autour de la table. Vous êtes bien sur le Fac Stories de Paris, à la Cité internationale universitaire de Paris, donc c'est bien fait. Un plan qui a été créé pour les 20 ans d'AnimaFac, pour fêter les 20 ans de ce grand réseau d'associations étudiantes qui œuvrent pour monter des opérations un peu partout en France, aussi faire en sorte que des associations étudiantes puissent accéder à plus de moyens, puissent défendre des causes de la façon la mieux possible. On est donc en direct de la Cité internationale universitaire. Vous pouvez nous rendre visite jusqu'à 21h si vous êtes dans le coin. C'est sur le RERB et franchement, c'est un beau coin. Si vous n'êtes jamais venu, bon, alors, on va dire Poudlard, on va changer de disque, on va dire si vous voyez les châteaux de la Loire, on est dans un micro tout petit château de la Loire. Mais alors, en plus petit, on est posé au milieu du hall principal. Donc si vous voulez passer, c'est pour vous. Et il y a une thématique alors qu'on a rarement abordée dans Fac Stories, qu'on a même plutôt rarement abordée dans l'original tout court d'ailleurs, et qui est pourtant une thématique qui moi me plaît énormément, qui est juste parler d'architecture. Alors ça va paraître un peu bizarre de parler d'architecture quand on n'a pas les images, mais bon, j'ai envie quand même de vous proposer ça, 1 heure pour parler d'architecture, parce qu'en fait, alors en tant que géographe, ce que je vous avais pas dit à vous, oui, pardon, j'ai un parcours de géographe urbaniste. Ah, génial. Voilà, vous voyez une petite rivalité officielle entre urbaniste et géographe, mais de fait, on a cette conviction que votre vie dépend en partie de l'endroit où vous vivez. C'est-à-dire que votre vie va s'exprimer d'une certaine façon selon la façon dont le lieu est configuré. Cette phrase est un peu hardcore pour un samedi à 17h06, mais en vrai, si vous vivez dans une... Enfin, exemple très con, si vous vivez dans une grande tour, un immeuble de 75 étages au milieu de New York, vous n'allez pas forcément avoir le même train de vie que si vous vivez dans un petit cottage au fin fond du Finistère à 1000 km de à peu près tous les services. Et en fait, l'architecture aujourd'hui, l'urbanisme va avoir un impact sur votre vie. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que l'architecture aujourd'hui peut peut-être répondre à des problématiques sociales. On dit beaucoup trop de fois problématiques dans cette émission aujourd'hui, je trouve. Et social, pas mal aussi, mais social, c'est normal. Et voilà, je voulais voir ça avec vous. Et pour en parler, j'ai 2 belles associations autour de la table. Ça me fait très plaisir de les avoir. Didatica, on va commencer par Didatica, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Léa Longeau et donc j'ai fondé Didatica en 2001 quand j'étais étudiante en architecture, donc je suis plus étudiante, même si je l'ai été longtemps, pendant 10 ans j'ai été étudiante. J'ai poursuivi en doctorat d'architecture parce qu'il y a des doctorats d'architecture aussi, depuis peu, mais il y en a. Et Didatica, l'objectif au départ c'était démocratiser l'architecture et on faisait l'hypothèse qu'on avait besoin de pédagogie. Et donc on s'inscrivait clairement dans l'histoire de l'éducation populaire, mais avec une critique évidemment de l'animation socio-culturelle. Mais on y reviendra parce que j'ai des choses à vous annoncer de l'actualité de Didatica. Oui. Mais voilà, pour commencer. Et Bellastock. Ouais. Alors là, on va faire le petit tour de table qui va bien. Je vous laisse commencer. Du coup, Antoine Binet, moi je suis architecte. On a fondé Bellastock en 2006, donc ça fait maintenant 10 ans. Et puis comme tu m'avais dit de ramener des personnes qui font ce qu'est Bellastock aujourd'hui, donc je suis le seul architecte à être venu. Ok. Alors qui sont les 3 personnes qui sont avec toi? Alors moi je me présente, je m'appelle Léonard Nguyen Vanté. Je suis jardinier, paysagiste aussi. Et du coup je travaille avec Bellastock depuis presque 3 ans maintenant. Voilà. Que dire de Ça jardine bien. Voilà. En fait, ils ont aussi un laboratoire d'architecture qui s'appelle ACLab. Et du coup, j'ai beaucoup participé à la réalisation du jardin, mais avec des matériaux de réemploi et de recyclage. Voilà. Okay. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'habitat et tout ça, moi je trouve ça vrai aussi dans des jardins. L'architecture de jardin aussi conditionne beaucoup les comportements des gens. Et il y a les jardins à la française, qu'on appelle les jardins de l'intelligence, et structurés et tout ça, et puis des jardins des fois qui sont anonymes, qui ont des formes, on ne comprend pas pourquoi elles ont certaines formes, ou des choses sont surdimensionnées, ou voilà, des choses absurdes aussi. Et, voilà. Voilà. Qui est donc à ta droite? Bonjour, je m'appelle Florencia Muñoz, je suis doctorante en anthropologie et je travaille sur la transformation de l'habité dans les quartiers populaires du Chili.
Et du coup, je suis là parce qu'il y a Léo et Antoine qui m'ont contacté parce que ça pourrait être intéressant de donner un peu mon point de vue depuis l'anthropologie, l'espace, d'habiter, voilà. Et moi, je suis Nathan, je suis apprenti designer. Et, je suis à Bellastock depuis 2 mois et je suis sur une mission de 6 mois avec eux. Et on travaille notamment sur l'organisation d'un événement qui va fêter les 10 ans de l'association. Trop bien. Voilà. Ça va être quoi, une petite soirée? Ah non, ça va être 2 semaines de chantier. Ça va être quoi comme chantier? Sur quel chantier est-ce que vous travaillez? Et l'idée, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on peut mobiliser une énorme énergie avec beaucoup d'étudiants d'architecture sur un temps très court et qu'on construise tous ensemble. C'est un peu ce qu'a fondé le Bellastock. C'est né de ça. Et là, la formule change un peu cette année. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans un territoire et venir avec, pendant un temps très court, mobiliser toute cette énergie de chantier et savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les aménagements futurs de ce territoire. Est-ce que l'architecture peut changer le monde en bien? Vous mouillez pas trop. Moi, je Oui, Léa. je commence à chaque fois, mais moi, si j'ai fait de l'architecture, c'est parce que j'avais une passion démocratique. Et c'est-à-dire que l'architecture réunissait, on est quelques-uns à avoir fait de l'architecture, non pas pour être architecte, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de représentation du métier, mais parce que l'architecture rassemblait la politique, c'est-à-dire la transformation de la société, les arts et les sciences, en général, sciences humaines, sciences techniques. C'est un univers, en fait, l'architecture complètement transversale, qui est un super outil pour justement transformer la société. Mais moi, justement, souvent, on me dit « Ah bon, t'es architecte ?» Parce que ce que je fais, c'est pas de l'architecture, c'est de la transformation basée sur des territoires, mais aussi avec des livres, avec des films. Donc c'est ça. En fait, l'architecture peut être un prétexte pour transformer la société. Et on peut l'améliorer. Moi, je vais parler d'un point de vue ressources. Parce que donc nous pendant ces 10 ans, on a énormément travaillé sur la question des matériaux, depuis leur lieu d'extraction jusqu'à comment ils sont transformés, comment on les met en œuvre. Et souvent on oublie où est-ce qu'ils iront après, quel sera leur exutoire. Tu veux parler de tous les mecs qui ont fait l'amiante, ça a l'air vachement bien. On va mettre partout. Ou alors, non, c'est juste pour te donner des chiffres, parce que durant l'après-midi, il y a des personnes qui nous parlaient un peu des déchets que génère chaque personne. Oui, exactement. Mais en fait, c'est tellement une goutte d'eau à côté de ce que génère la construction. Juste pour te donner un exemple, Plaine Commune, donc c'est la communauté d'agglo qui est au nord de Paris, qui réunit, 5 ou 6 communes, Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen. Ouais. Ils vont chaque année ramener 1,4 million de tonnes de matériaux neufs, et c'est la même quantité de matériaux en déchets qui sort, qui va être soit retransformé, soit enfoui. Donc oui, on peut contribuer à rendre le monde meilleur, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais en tout cas à faire en sorte d'être moins dépensier, faire des choses peut-être plus sobres. Mais c'est tout un travail quand même de récupérer des matériaux qui ont déjà eu une première vie, les intégrer dans des nouvelles constructions. C'est un sacré boulot en termes notamment pour certifier tous ces ouvrages. C'est-à-dire, c'est quoi le boulot que tu dois faire pour en arriver là? Qu'est-ce que tu dois récupérer le matériel? Faut des outils, parce que déjà pour l'instant, de manière conventionnelle, un bâtiment, on arrive, on le rase, on sépare le métal, le béton, et puis on concasse le béton. Parfois, il repart sous les chaussées, le béton, le fer va repartir pour être fondu. Et du coup, il faut déjà des outils pour qu'un architecte puisse suivre la déconstruction d'un bâtiment. Donc c'est comment est-ce qu'il va pouvoir analyser le bâtiment, comment il est constitué. Ensuite, il va devoir accompagner les entreprises de déconstruction qui ne sont pas habituées finalement à elles, c'est des entreprises de démolition. Donc comment les faire passer à entreprises de déconstruction, donc sélectionner les matériaux, trouver les machines qui vont permettre de ne pas trop altérer l'élément en vue de son réemploi. Et puis après, il y a tout ce travail, mais là c'est le deuxième volet de la recherche qu'on est en train de faire au Bellastock avec l'ADEME, qui est sur comment est-ce que j'obtiens les certifications pour réutiliser des matériaux qui ont déjà eu une première vie. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien encadré? Ah non, qui n'existe pas en fait. Là, Bellastock est en train de lancer la filière réemploi en France. Il y a des Belges qui le font à Bruxelles, une équipe qui s'appelle Rotor, qui est vraiment, eux pour le coup ont de l'avance.
Mais là, en France, il n'y a pas de cas similaire. Moi, je dirais qu'elle existe un peu, mais pour des matériaux standards et connus, quoi. Enfin, Les tuiles. la pierre ou des tuiles, ou voilà, la terre ou des matériaux connus, on connaît les normes et tout ça. Donc, ça veut dire en fait que quand un bâtiment aujourd'hui est démoli, ça va où ces déchets-là? Et ben, tu veux que Par exemple, en Seine-et-Marne, en fait, Paris, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu Paris, ouais, un petit la peu, ouais. structure de. Non, mais comment est fait, je le dis aussi pour les auditeurs, pourquoi il y a des quartiers populaires à l'est et tout ça. Et en fait, ça se reproduit aussi avec les déchets et les gravats qui se retrouvent à l'est. En fait, ça s'est répercuté, en fait. Et du coup, en toute la Seine-et-Marne, il y a des tas de déchets, de gravats énormes. Il y a une montagne pour le stade Saint-Denis, il y a une montagne, une espèce de mont, comme des terrils, Non. pour la friche Kodak. Et si, et C'est même, où, ça il y en a même certaines, tout autour de Claye-Souilly, si vous voulez faire une balade, c'est à Mitry-Claye, RERD, là, on y va tout de suite. Et, et du coup, il y a même certains terrils où ils ont carrément refait des fermes pédagogiques, ils ont repris un peu de terre agricole qu'ils ont saupoudré par-dessus, hop, on plante une ferme pédagogique, on met 3 moutons et ça y est, on a caché le tas, quoi. Il y a tas. Et la ils ont un autre système, c'est le béton actuellement, il est rebroyé en petits granulats et ils le glissent sous les chaussées, comme une première couche. Ah, mais ça c'est malin ou pas? J'arrive pas à savoir. En fait, c'est déjà une première étape. Vaut mieux ça qu'aller enfouir et faire des montagnes. Mais là où c'est pas encore malin, c'est que tu imagines bien que pour un bloc de béton se transforme en petits cailloux ou poudre, il y a des machines derrière qui doivent broyer. Et c'est là où nous, on Qui intervient. consomme beaucoup d'énergie. Et c'est là où nous, on intervient. On leur dit, ce poteau, plutôt que de le rebroyer, vous le découpez de telle manière, on le pose, on le transforme, on le clean et on en fait un banc public. Et vous venez d'économiser toute la fin de la chaîne. C'est la différence entre recyclage et réemploi, en fait. Le recyclage, c'est un procédé industriel, alors que le réemploi, on réutilise directement. Donc, voilà. C'est next step, quoi. Donc là, on parle du point de vue environnemental, en fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une architecture plus environnementale, plus vertueuse, durable? Voilà, merci, vertueuse, c'était le mot que je cherchais. Donc plus vertueuse. Est-ce que aussi dans la façon de... On va pas dire réguler parce que c'est un mauvais mot, mais dans la façon d'inspirer des rapports humains, est-ce qu'on peut faire une architecture vertueuse? Là, par exemple, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle High Rise, qui parle de ces fameuses... C'est une dystopie totale, évidemment, où dans un immeuble, chaque étage est une classe sociale, héberge une classe sociale différente. On est dans ce genre d'utopie-là, qui ne sont finalement pas si proches des réalités qu'on a pu avoir et qu'on peut avoir encore aujourd'hui, que tous les bâtiments, tous les appartements dans un seul immeuble ne se valent pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir une architecture, une construction, de construire des bâtiments qui favorisent des rapports humains équitables, qui favorisent certains modes de consommation plutôt que d'autres? Moi, je suis pas architecte, alors de point de vue technique, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que le grand problème, moi je vois surtout en France, c'est que en général, les politiques par rapport à l'habitat et tout, ils prennent pas trop en compte vraiment les habitants et les caractéristiques sociales des habitants. Et ça, c'est un truc super important, surtout dans les cités. Moi, j'ai des amis qui travaillent un peu dans des enquêtes sociales dans les cités. Et moi, comme ça m'intéresse beaucoup, j'ai demandé un peu, mais c'est quoi la composante ethnique des cités? Ils disaient non, mais on n'a pas le droit de demander ça. Je dis mais comment? Mais c'est pas possible, tu vois, du point de vue des sciences sociales, de l'anthropologie, tu dis mais c'est absolument fondamental de demander c'est quoi la procédance ethnique, parce que c'est pas la même chose des gens qui viennent du Maghreb, des gens qui viennent, je sais pas, de l'Amérique latine ou donc ce soit. Il y a des façons d'habiter, de comprendre l'espace et tout, qui sont absolument particulières. Différentes, ouais. Et du coup, finalement, si l'inclusion, elle va non seulement par l'instandardisation des mécanismes inclusifs depuis l'État, mais surtout de la compréhension de l'autre. Et cette compréhension de l'autre, je pense que et pour ça, c'est fondamental de vraiment accepter qu'il y a une diversité. C'est quoi cette diversité? Et voilà, ça, à mon avis, c'est un élément fondamental qui n'est pas trop pris en compte ici. Ouais, et du coup, moi, je rajouterais, si on parle plus du coup peut-être de forme, l'espace public, c'est quand même un lieu assez intéressant pour favoriser le partage, l'échange et justement la compréhension. Et c'est vrai que nous, c'est un boulot qu'on mène depuis assez longtemps également. Alors, il y a les matériaux, c'est le chapeau, on va dire, général chez Bellastock, mais il y a aussi intervenir dans l'espace public et faire en sorte qu'autour d'un repas, autour d'un verre, autour d'une construction, autour d'un chantier, on suscite la discussion.
Et nous, ça nous permet en fait, on se nourrit des informations qui nous sont données par les habitants. C'est la fameuse participation citoyenne. Ça, c'est quand. Non, j'ai pas le mot. Des consultations, j'ai plus le mot exact. Concertation. Concertation, merci beaucoup. Ouais. C'est compliqué le vocabulaire. On s'en aujourd'hui. méfie beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que l'on fait de manière informelle. C'est-à-dire nos chantiers, quand on va intervenir dans l'espace public, ils sont ouverts, donc ouverts à la discussion, ouverts à ce qu'un habitant puisse venir nous raconter l'histoire du quartier ou ce qu'il y fait lui. Et ça va nous permettre, nous on est en capacité souvent de pouvoir changer notre design et on l'adapte à ce que nous racontent les habitants. Mais par contre, on n'est pas, et on fera jamais, réunir les gens dans un gymnase, leur faire coller des post-it, leur faire croire qu'ils vont avoir une quelconque influence sur le plan urbain en cours. Ça, c'est pas du tout notre cam, parce qu'on trouve ça un peu démago. Mais après, bon, peut-être qu'on ne sait pas le faire. Non, mais ce dont tu parles, ça existe. Ben, moi, ce que j'en pense, c'est que en fait, j'ai un regard un peu national aussi, parce qu'à Didatica, on a essayé, donc, comme je disais, de monter un réseau d'associations d'architectes qui essayent de produire de l'architecture autrement. Et produire de l'architecture autrement, souvent, c'était animé par les questions environnementales. On est tous partis de là, en fait, parce que quand on arrive dans les écoles d'archi, on hallucine sur les questions des matériaux. Il n'y a que le béton armé et le verre et le fer, mais on ne se pose pas la question du matériau. Donc on est tous partis de là, mais quand même sur la question démocratique. Et justement, pour que les gens vivent mieux leurs espaces de vie, il faut associer, en fait, les gens au processus de conception, parce que ça commence par la conception. On a beaucoup eu d'expériences dans la programmation, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur par exemple, les premières expériences dites participatives. Il y a des choses négatives, mais il y a des choses positives dans l'histoire. Les premières expériences, c'est dans des écoles primaires où des architectes ont fait un travail très long d'atelier avec les mômes, les instits, les directeurs, finalement tous les usagers de la future école, et ils ont conçu l'architecture en atelier. Donc ça, c'est possible. Nous, on pense à Didatica que c'est là que se situe la démocratie en architecture. C'est quand l'architecte sera capable d'être pédagogue, d'associer les gens qui vont vivre l'espace. Et après, la question de l'espace public, c'est encore une autre question. On a beaucoup d'expériences aujourd'hui. La plupart des collectifs qui ont émergé dans les années 2000, les jeunes, ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes collectifs, il y en a plein maintenant. Et c'est vraiment ça y est, c'est de l'acquis. Beaucoup d'étudiants en archi veulent faire autrement, veulent être dans la rencontre de l'autre, dans la rencontre de l'autre aussi culturelle. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut des méthodes si on veut vraiment, justement, concevoir de l'architecture avec les gens. Il y a de l'expérience dans l'habitat participatif, très peu, parce qu'en France on est très en retard dans l'habitat participatif, mais dans tout ce qui est public, architecture publique, il y a des petites expériences par-ci par-là, et donc on est quelques-uns à vouloir transmettre ça. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis 20 ans qu'existent toutes ces associations, maintenant, il y a des cours là-dessus. Ouais. Les étudiants sont formés à faire de la participation, à faire de la co-conception. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de co-conception, coproduction. D'ailleurs, non mais c'est ça, en fait, c'est pas la participation. Mais moi, j'avais fait mon mémoire là-dessus. En fait. La participation, ça pose un problème politique. Parce que c'était De Gaulle qui avait lancé le mot. Mais ça a une histoire. Mais sauf qu'en parallèle, il y a d'autres. Il y a les luttes urbaines, et c'est dans le même champ, quoi. C'est un champ hybride qu'on a à définir, nous qui faisons, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, il n'y a pas un problème quand parce qu'on parle des banlieues, on parle des personnes qui sont qu'on a vraiment ghettoisées dans des zones qui sont déjà très loin et très peu accessibles des grands centres, comme on parle de Paris, mais toutes les grandes villes ont leur lot. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème architectural dans ces territoires-là, quoi? Est-ce que, par exemple, une banlieue ne souffre pas aussi d'un territoire mal pensé architecturalement parlant? Juste, la plupart des collectifs, ils travaillent que là, si tu veux. Ils travaillent qu'en banlieue. Parce que c'est là où il y a tous les problèmes. Ouais. Dans les quartiers riches ou de classe moyenne, où il y a un peu de moyens, il y a des problèmes, mais il y en a beaucoup moins. En fait, là où la plupart des collectifs, ils interviennent en banlieue ou en milieu rural aussi. Parce qu'il y a le milieu rural aussi et il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de transformer, ou même il y a des problèmes de liens.
parce que beaucoup de choses ont disparu aussi sur... En fait, les architectes, souvent, par exemple, ils sont appelés, on repère ça, hein, ils sont souvent appelés pour refaire du lien, quoi. En fait. Et du coup, l'architecture, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un prétexte. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de la produire comme nous, on aimerait la produire. Moi, je sais que j'ai pas fait de l'architecture en tant que forme dure, quoi, virile, quoi, le truc bien qui s'installe, parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Je sais pas, Léo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour revenir sur la première question, c'était... Ce que je vois plus, c'est une détresse sociale, pas forcément l'archi, en fait. Ouais. Au final, que tu sois dans un appart qui est en forme de courbe ou qui est... Alors, effectivement, le fait que... Notamment que ça... Comment dire? Le problème principal dans les quartiers, ce que je vois, c'est que nous, quand on arrive, on apporte un truc de l'extérieur. Et c'est vachement agréable pour les personnes qui vont bosser avec nous. Et souvent, le problème, c'est la fragilité économique, quoi, des personnes qu'on voit là-bas. L'architecture n'est pas une solution miracle, Non. comme ça a pu être vanté dans les années 60-70. Non, il faut du taf. Il faut que les gens aient du boulot et puis que tu aies un sens à ce pourquoi tu te lèves le matin. Et que c'est ça, ce qu'on rencontre à l'instant. Après, il y a deux choses, c'est qu'il y a eu des situations d'urgence et il y a eu aussi des fois des trames urbaines qui ont été construites très vite parce que dès que tu crées de la route, tu espères que la ville se renouvelle, se reconstruise et tout ça. Ça crée des situations d'attente des fois. Et du coup, nous, souvent, on intervient, je pense, au Clos Saint-Lazare, qui est une cité, c'est celle-là où justement il y a ces courbes et tout ça. Et d'ailleurs, j'avais rencontré un gars qui vivait là. Et il disait, mais nous, on était très contents d'habiter là, parce qu'on avait les toilettes dans le même appartement. Mais tout ça s'est dégradé, tout ça. Et je pense que maintenant que les pouvoirs publics ont du mal à renouveler tous ces grands ensembles, toute cette voirie qui est énorme à entretenir aussi, je pense qu'ils font plus confiance aux collectifs, aux associations, pour faire un travail plus d'acupuncture en fait urbaine, de se dire on va faire des petites actions, essayer de voir si on peut pas reproduire ça à d'autres endroits. Et du coup, c'est ce qu'on fait du coup au Clos Saint-Lazare, où on récupère les matériaux de démolition d'une tour et on construit avec des futurs mobiliers urbains. Et du coup, là, nous, on vient avec un savoir. Moi, j'ai réappris, je suis parti en Auvergne pour réapprendre la technique de la pierre sèche. C'est quoi ça ? La pierre sèche, c'est la construction... tu poses des pierres... Tout le Quercy, il est comme ça. Voilà. Sèche, voilà. Pierre sans en fait, joint, quoi. Ouais, c'est de la pierre où t'as pas de... Normalement, tu n'utilises pas de ciment, pas de liant hydraulique. Donc, pas de mortier ou de choses comme ça. Et du coup, j'ai réadapté la technique pour pouvoir le faire avec du béton. Et du coup, je construis comme ça des modules de maçonnerie. Et de loin, quand tu vois le module, tu croirais vraiment que c'est de la pierre, alors que c'est du béton. Mais il y a tout un savoir-faire qu'on a développé à Bellastock, sur les Saint-Denis et tout ça, où on a appris à retravailler ces blocs, comment tu enlèves les fers à béton sans trop te blesser pour pouvoir manipuler comment toi tu stoppes un moment le processus de démolition pour que les matériaux soient pas trop broyés et que ça consomme pas trop d'énergie. C'est vraiment quelque chose de très précis, quoi. Et du coup, ce que fait Léo, c'est que tout son savoir-faire, il le transmet à des gars qui sont du quartier, embauchés par la régie de quartier, qui est une association de quartier qui fait de l'insertion. Et du coup, les gars montent en compétence au contact de Léo, qui leur apprend les gestes de la taille de pierre, par exemple. Et le métier c'est du métier de maçonnerie, finalement, on réinvente un. C'est innovant, juste dans la mesure où le matériau, finalement, vient de la démolition. D'accord. Et avec à terme, l'idée que nous, les prototypes qu'on réalise, une fois qu'ils sont validés et qu'ils peuvent partir dans l'espace public, les marchés sont ouverts, la régie de quartier peut répondre, est susceptible de répondre, et on crée de l'emploi dans le quartier. Et donc, c'est un cercle vertueux que vous mettez en place. C'est là où c'est un court-circuitage aussi. Quand tu disais que l'architecture peut avoir une implication dans le bien-être dans ces quartiers. C'est si par exemple on développe de l'emploi dans la manière de construire, oui, ça sera bénéfique pour les gens du Clos Saint-Lazare. C'est pour ça que nous on bosse d'arrache-pied sur cette. Pour l'instant, c'est des toutes petites quantités de matière. Mais finalement, quand on regarde un immeuble, c'est un peu. Maintenant, ça devient comme une sorte de carrière, quoi. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle carrière de la ville. Même des gens qui disent. Et du coup, là,
c'est un test, quoi. Si ça marche, on pourra répéter et on fera du renouvellement de quartier différemment. On le fera plus environnemental, plus durable. Environnemental, on créera de l'emploi non délocalisable et puis c'est une économie circulaire. Du coup, vous êtes encore en train d'installer le prototype et de développer le prototype de cette forme de travail en architecture comme ça. Ça n'existait pas du tout avant? Non, à ma connaissance. Le réemploi de quoi? De béton, sous forme de pierre sèche. Ouais. J'en ai vu, mais c'était dans des vieilles images d'archives 19e siècle pour des... Ah ouais. Fin 19e pour construire pour des gros chantiers de préparer les soutènements de grands bâtiments, des choses comme ça. Mais c'est furtivement, c'est plutôt des gens du coup de la campagne qui se sont retrouvés à la ville et qui ont adapté les techniques de la campagne à la ville. Ça arrive des fois. Ouais. Ok. C'est quoi vous, alors on va élargir un peu le sujet, mais on va revenir à cette thématique-là tout à l'heure. C'est quoi vous peut-être le plus grand choc, peut-être votre plus grande admiration que vous avez eue face à une œuvre architecturale, face à une technique ou un truc comme ça Ça. Moi, je peux commencer. Oui, vas-y. C'est très dur pour les architectes. Non, mais pour moi, il y a une œuvre architecturale préhispanique que j'adore, qu'elle est parfaite. Et là, on comprend un peu tous les enjeux de l'architecture. C'est Chavín de Huantal. C'est un site cérémonial. Chavín de Huantal. C'est un site cérémonial. La première ville, au moins, en Andinoamérique et Mésoamérique. Désolée pour mon accent. Et ce ne sont pas des villes comme on les comprend maintenant où il y a des gens qui habitent. C'est plutôt des centres où on articule beaucoup des petites populations. Que la façon de les articuler, de gérer si tu veux, c'est dans des centres cérémoniels. Et là, c'est un des premiers centres cérémoniels qu'il y a dans la partie de Andinoamérique. Et c'est une construction, c'est une sorte de pyramide qui les gens entraient normalement dans des états ayant pris des hallucinogènes. Et il y a c'est une sorte de labyrinthe avec des systèmes d'eau à l'intérieur qui font des bruits très spéciaux. Il y a et dans la pierre, c'est inscrit toute la cosmogonie de cet univers. Finalement, c'est un espace c'est un espace qui est vécu, qui fait une expérience sensible, qui donne du sens au monde, à un système ordonnement du monde. C'est pas ce qui arrive maintenant, mais finalement, c'est ça le sens de l'architecture. C'est une expérience sensible qui ordonne, qui donne du sens à une certaine cosmogonie, à un certain ordonnement du monde. Okay. Et voilà. Je trouve que c'est très... J'en ai retrouvé un du coup. Allez. Quand on a organisé un événement en Chine où on avait mixé des équipes franco-chinoises pour faire un événement de construction et échange culturel autour du fer comme on fait habituellement. Et du coup, ça a pris 2 ans quand même à monter l'événement. Et donc, ils nous avaient fait visiter un village dans le centre Chine, au Hubei. Et j'ai été marqué parce qu'en fait, le plan de la ville, c'est les arbres. C'est l'équivalent des arbres généalogiques des familles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'était hallucinant. Et donc, tu marchais comme ça, tu allais de cour en cour, donc tout était couvert. Mais si tu montais un peu en hauteur pour regarder le village, ça faisait une forme de main. Et en fait, chaque doigt, c'était une famille qui s'était... Comment ça s'appelle cet endroit ? Eh ben, je me rappelle plus. Merde. Ok, je vais noter. Mais ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça génial. Et puis, le fils habite dans la maison d'après. Et puis, ils ont une cour en commun où ils mangent tous ensemble. Après, ils se développent. Mais en cas de divorce, tu l'as un peu dans l'architecture rurale, même en Europe, où tu construis la maison, en fait, presque la maison de tes parents, tu la mets à côté. Et puis, des fois, tu reconstruis juste à côté. Dans l'architecture vernaculaire en général, quoi. Mais... quand il y a divorce, ils doivent démonter, j'imagine, la maison qui faisait le lien. Je sais pas. Entre les deux. C'est fou. Oui, donc toi, du coup, moi, ça peut être un jardin pour toi. On autorise l'exception. Ça peut être une architecture. Non, moi, j'aime bien l'architecture au Yémen, en fait, les constructions en terre, parce que ils arrivent à faire carrément des immeubles en terre en terre crue et avec juste compacté et avec juste des maillages, des nattes en fait de toile. Et en fait, c'est juste avec ces petites nattes de toile qui tiennent tout l'immeuble, qui arment et c'est incroyable, quoi.
récemment. Redis-moi, c'est où C'est exactement? au Yémen. Je cherche architecture yéménite. Mais du coup, c'est très temporaire comme installation, non? Pas du tout. Non. C'est des villes entières en Ah terre ouais crue. Ouais. qui Ah oui, en existent. terre crue, oui, c'est bien ça sûr. qu'il faut dire, parce que la terre cuite, on la connaît bien, Ouais. mais la terre crue, en fait, c'est. Moi, j'avais entendu dire au début de mes études, 80% de l'architecture dans le monde était construite en terre crue. C'est le premier matériau. Et Maintenant, il y a la dure. moitié de l'humanité qui vit Oui, voilà. encore dans de la terre. Oui. Ouais, il Oui, y a- exact. oui, il y a ça Alors aussi, ça, c'est un truc que j'avais vu il y a pas longtemps, c'est que on dit que quoi, il y avait combien de personnes habitaient dans des cavernes à la préhistoire. C'était, je crois qu'on avait genre 20-30% des hommes des cavernes habitaient vraiment dans des cavernes. C'était pas ils habitaient plutôt dans des habitats en toile pendant la préhistoire. Donc, l'homme des cavernes n'habitait pas tellement dans des cavernes. Il se posait là-bas, c'était un peu ses haltes garderies et ses placards. Et en fait, aujourd'hui, donc il devait y avoir quoi? Il devait y avoir 80 000 personnes à tout péter, un truc comme ça, 80 000 individus. Et là, aujourd'hui, il y a plus de, rien qu'en Chine, je crois qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui vivent dans des habitats troglodytes. Je pense que c'est pas même carrément plus. Je sais Mais pas là, ce on que c'est. parlait de ceux qui vivent, enfin, je crois, qui vivent sous Sous terre, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est pas dans la pierre, hein, c'est Non, vraiment. oui, on oui. creuse un Oui, trou oui, et bien on sûr. vit Ouais. dedans, quoi. Ouais, en Chine, c'est dans la. Les Roms, d'ailleurs, pendant l'esclavage en Roumanie, parce qu'ils ont été réduits en esclavage 500 ans, ça c'est toujours important de le dire, et eux, ils vivaient dans des trous. En fait, on leur creusait des... Ils n'avaient pas le droit d'avoir un toit, ils n'avaient pas le droit d'avoir un seuil. Il y avait carrément une réglementation là-dessus. Et c'est pour ça qu'on les faisait vivre dans Dans des les trous, trous, en fait. Et donc ça, c'est au Yémen, hein, c'est ça? Ouais, Il y a encore effectivement. des habitations comme ça. Ouais. D'accord, ok. Ben moi, une œuvre, c'est difficile. Moi, c'est l'humanité qui me. Moi, c'est par exemple, je viens du Quercy. c'est Non, beau. mais c'est le Quercy. Moi, je viens du Quercy. C'est où le moi- Quercy? Ben, c'est le sud-ouest, c'est en bas à gauche. D'accord. C'est en bas à gauche de la France. Et non, ben, c'est les villages avec des places. En fait, c'est l'architecture au sens justement qui était construite par les gens. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient, il y avait une cohérence, de vie commune, avec cette place au milieu magnifique, avec des halles en bois, enfin bon. Et puis sinon, moi j'ai été passionnée par l'architecture de terre, hein. Mais ça c'est le monde, dans le monde entier il y a des merveilles. Il y a vraiment des merveilles comme au Yémen. Et j'ai toujours aimé, justement avec la terre, on peut faire des formes très rondes. On peut faire des... Gaudi l'a beaucoup utilisé plutôt dans les enduits. Mais j'aime beaucoup en fait justement la terre parce qu'on peut faire des formes très organiques en fait. Voilà. Oui, Mais on c'est peut ça. le faire maintenant avec la 3D, on fera ça quoi. C'est comment ça avec la 3D, on fera ça? Bah, la 3D, ça va révolutionner l'architecture. L'impression Alors moi je suis pas 3D, très tu veux dire. technique, ça me passionne pas du tout. L'impression 3D. Oui, l'impression. On va imprimer des maisons. Ils ont déjà imprimé une Ils ont maison en déjà. Chine. Voilà. Vache. Ah oui, oui. Mais c'est quoi? C'est une sorte de préfabriqué, c'est-à-dire que. C'est une machine qui... tu vois comme on fait de la pâtisserie là. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle. c'est le truc qui fait la glace. Là, Ouais, voilà. italienne. Et ben là, tu prends un truc beaucoup plus gros. Hein. Et puis il va commencer à passer, il va faire les barres, et puis après il triangule à l'intérieur du mur, et puis il repart comme ça. Et puis le mur se monte, et la maison entière est en train de... Ça prend combien de temps ça? J'ai pas regardé, mais c'est assez flippant. Je crois qu'en C'est flippant. une journée et Ouais, demie, une journée. tu montes une maison. Ah la Alors vache. du coup, la question du matériau, elle sera centrale. Ah oui, bah oui, Ouais. parce que c'est quoi? C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. C'est pareil. Je sais pas, moi je trouve ça un peu flippant dans le sens où on perd encore de plus en plus tous les métiers de l'artisanat, tous ces savoir-faire pour chaque matériau. En fait aussi, plus ça se démocratise ces techniques-là, et plus ça donne de la valeur en fait au peu d'artisanat qui reste. Et ce qui est beau dans un bâtiment, c'est de voir la trace de l'ouvrier, c'est de voir Eh oui. la brique qui est posée, c'est de voir. Il y a aussi ça. Des fois, on n'y fait même plus attention, mais Oh ça la commence vache. là. Il y a Théo qui est en train de me montrer. Tu veux le montrer à la caméra, Théo? Mais si je peux me permettre, juste pour la question de la fin des artisans, c'est aussi ça l'idée de la démocratisation de l'architecture, c'est que si tu associes, s'il y a plein de monde qui vit le processus d'émergence d'un bâtiment, ben, ça fait une société, ça. Ouais. Ça fait une communauté, ça. Bien sûr. Et c'est ça qui fera qu'on pourra démocratiser la société. Donc s'il n'y a plus personne pour fabriquer, ben, ce sera des trucs vides, sans âme, quoi. Ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est pas là qu'interviennent les métiers de designer ou d'architecte, justement? Est-ce que dans le matériau, le métier va pas se transformer, si on arrive à ce modèle-là, le métier va pas se transformer à confectionneur de matériaux, à partir de peut-être, pourquoi pas, de béton recyclé? Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est...
Non, mais c'est un des débats, les matériaux. Il y a plein d'autres débats dont on ne parle pas, là, dans l'architecture. Lesquels? On a encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme débat? Moi, j'aimerais parler des identités culturelles. Justement, j'en profite, elle est là. J'ai une alliée, là. Mais non, mais l'architecture fait partie de la culture. Donc, c'est un domaine de la culture. Et donc, en France, on a un problème. Notre démocratie française a un problème et que n'ont pas d'autres États. C'est qu'on a banni les identités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'identité culturelle, c'est mal vu en France. On est français, puis c'est tout. Et d'ailleurs, on a souvent... Il y a quand même le bon et le mauvais français, attention. En ce moment, il y a le bon et le mauvais français. Oui, justement, mais c'est pas sans lien. C'est pas sans lien parce que justement, notre histoire d'État-nation centraliste qui a dit il faut une langue, une religion, au départ, une langue, une religion, un État, un territoire, on a unifié, on a uniformisé. Mais sauf qu'il y avait plein d'identités. Déjà, sous Louis XIV, enfin, il y avait aussi de la migration, plein de gens qui venaient d'ailleurs. Et à partir du moment où tu nies les identités des gens, là, tu ne peux pas faire de démocratie pour le coup. Tu peux pas. Et quand on fait des processus où on associe les habitants à fabriquer de l'espace public ou un aménagement de cours d'école, par exemple. Nous, on a fait ça il y a longtemps, mais on peut réaménager une cour d'école avec les mômes aussi, concevoir. Si tu ne prends pas en compte leur identité propre, tu n'utilises pas la richesse des gens. Parce que les gens, en fait, chacun a... La richesse qu'il a, c'est là d'où il vient, c'est ce que lui a appris sa famille, ce que lui a appris sa petite communauté. Et donc, il n'y a pas grand monde qui dit ça en architecture sur les identités culturelles. Et nous, on est parti des Roms, parce qu'on est parti du principe, à Didatica, que les Roms faisaient partie des peuples de France, parce qu'ils sont là depuis 500 ans. Et comme c'est la figure de l'étranger en France, alors qu'ils sont français depuis des générations, sans parler évidemment des migrations des Roumains, mais il se trouve que cette migration des Roumains a interpellé tous les autres Roms qui étaient là depuis 500 ans. Et c'est vrai qu'en partant de ceux qui sont le plus rejetés par l'État-nation français, on pouvait travailler l'identité. Mais du coup, on ne fait pas du tout de l'architecture, on fait des événements, on transmet la culture, voilà. Et après aussi, il y a un truc qui est super important, c'est que du début des grandes villes, le contrôle de l'habité, c'est la façon la plus efficace de contrôler les populations, réellement. Et surtout en France, c'est tout. Il n'y a rien de naïf dans l'habitation. Il n'y a rien de naïf dans le... Moi, je parle plutôt d'habitation plus que d'architecture, si tu veux, parce que l'architecture, c'est plus le... Je préfère. Mais il n'y a rien de naïf. Et du coup, même tout ce truc de participative, des assemblées, c'est très nominal. Parce que tu dis, tu mets des gens à discuter et ça y est, tu vois, tu fais check dans la case participative et après tu t'en fiches. J'ai déjà fait mon travail, mais je m'en fiche. Mais là, en fait, il y a aussi la notion, je pense que pour revenir à prendre en compte les identités pour faire de l'architecture, le contre-argument qui va être avancé, c'était oui, mais on va créer du coup des îlots, quasiment presque des ghettos où les communautés vont se renfermer. En fait, on va brandir face à ça l'argument. Je peux te donner un exemple là-dessus. Oui, s'il te plaît. Oui, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à te capter en fait depuis tout à l'heure. Alors, je suis l'avocat du diable. C'est parce que je ne donne pas d'exemple. Non, mais bon, mais des exemples, par exemple, nous à Aubervilliers, on a fait une expérience justement inscrite dans la participation parce qu'on travaillait avec la mairie et la communauté d'agglo. Sauf que c'est nous qui avons proposé tout ça. C'était pas une réponse à une commande. Donc c'était très conflictuel. Politiquement, tu te bats parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la conception de la participation ou la conception de ce que c'est que coproduire l'espace. Mais on a fait des ateliers où, par exemple, les mômes, ils étaient d'où? Ils étaient tous d'origine pratiquement malienne, parce que c'est un quartier qui accueille beaucoup de familles maliennes, et c'est eux aujourd'hui qui sont dans la rue, enfin, c'est eux qu'on croise. Il y a quelques maghrébins, enfin, des gamins d'origine maghrébine, mais c'était surtout les Maliens, enfin, les enfants d'origine malienne, français d'origine malienne. Donc, à partir de ce moment-là, tu accueilles ces enfants-là. Tu veux travailler, par exemple, on voulait travailler sur des motifs. Parce qu'on est beaucoup sur justement l'architecture au sens aussi de l'esthétique. Si on veut revenir à des identités culturelles, il faut travailler l'ornementation, parce que toute société traditionnelle faisait de l'ornementation. Donc on a essayé de travailler sur des motifs.
Et du coup, nous, on a planché, on est allé chercher des bouquins, parce qu'on savait qu'ils étaient la plupart d'origine soninké, c'est un grand peuple d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une ethnie, ce qu'on appelle nous les ethnies, mais c'est des peuples, quoi. C'est des très, très grandes civilisations. Donc on a pris des bouquins de culture, de cette civilisation-là. Et donc on constitue, par exemple, sur le plan pédagogique, c'est ça la démarche, on constitue une sorte de matière pédagogique, c'est-à-dire comment on appelle, de matériaux. Là, c'est du matériau, mais du matériau plutôt de l'ordre de la culture, de la connaissance culturelle. Et là, on travaille avec eux. Et donc après, eux, nous, on fait des ateliers de dessin où ils vont dessiner. On va pas leur dire, tu reproduis. Non, mais il y a de la matière qui est là. Et après, c'est comme ça qu'un architecte produit d'ailleurs. À un moment donné, il a plein de cultures. Il a vu plein de dessins, plein de peintures, voilà. Et donc, si on veut associer les populations, et ça n'exclut pas les autres. Parce que la démocratie, c'est pas tout le monde. Ouais. La démocratie, c'est ceux qui veulent. La démocratie, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de s'occuper de la chose publique. Ouais, mais on peut pas les mettre de côté. Non. Mais à partir du moment où les gens viennent, tu prends en compte là d'où ils viennent. Okay. Voilà, c'est tout. Après, il faut être conscient, même si on a des bonnes intentions et tout, que l'architecture et l'anthropologie et tout, c'est un savoir. Nous, on est du côté des dominants, si tu veux. Et il faut être conscient de ça. Et qu'après, aussi, même si ils ont des origines, je sais pas, maghrébins ou maliens ou d'où que ce soit, finalement, les gens aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recompositions. Oui. Et par rapport à ça, il y a un truc super intéressant que j'ai vu beaucoup ici, c'est par rapport à l'espace public. Ici en France, on parle beaucoup de l'espace public. Et en effet, d'après ce que moi j'ai vu dans mon terrain, j'ai parlé à d'autres gens, l'espace public en soi, conçu comme ça, c'est quelque chose de très occidental, très européen. Dans la plupart des sociétés, l'espace public en soi, il n'existe pas. Et c'est ça qui est super problématique, oui. Parce que tu vois, les gens, ils n'ont pas une conception. L'espace public en général, c'est des prolongations éphémères de l'espace, pas privé, mais espace individuel. Tu vois, cette division, c'est très occidental, c'est très moderne, si tu veux. Et en plus, c'est une division c'est une conception qui est très institutionnelle, qui sert beaucoup à l'institution, au pouvoir, au contrôle. Et normalement, il y a plein de projets et de choses qui sont faites dans l'espace public, mais finalement, surtout dans les quartiers populaires, l'espace public, il ne leur appartient pas du tout. Pas du tout, parce que la pelouse elle doit être coupée, il faut avoir les signifiants, tu vois, de l'ordre et de la sécurité sont très établis par l'État, et sont des espaces c'est impossible d'approprier un espace qui est surapproprié par l'institution, par l'État. C'est ça que je trouve que c'est important. Mais il y a des expériences quand même. Alors moi, du coup, j'aimerais parler de ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'architectes et d'artistes qui travaillent sur ces questions de l'espace public, mais pas seulement, de tous les espaces délaissés aussi, qui ne sont pas occupés par l'institution. Donc là, si tu veux, on a beaucoup d'expériences, justement, de tentatives de modification de l'espace institutionnel qui est réglementé, qui est politisé par l'État. C'est très très européen, tu as complètement raison. Nous, on a fait des enquêtes quand on faisait notre intervention à Aubervilliers. Les habitants, ils nous disaient, ils venaient des quatre coins du monde et ils nous disaient « Ah non, chez moi, c'est pas du tout pareil, l'espace public, rien à voir. » Parce que il est occupé. En fait, on vend des petits trucs, il y a des petits marchands informels. Mais ça, tu le vois chez ces collectifs qui essayent de favoriser la démocratie chez nous, en France, ils font ça. Ils essayent de favoriser, d'aider, de soutenir finalement des désirs. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la capacité à agir et à intervenir. Et ça, pour moi, c'est une des grandes questions des collectifs, de tous ces collectifs d'architectes. C'est qu'il y a ceux qui vont répondre à des commandes. Et du coup, là, on est dans des mairies très... Il y en a qui sont très évoluées. Saint-Denis, quand même, elle est différente de plein d'autres mairies. Elle est ouverte à plein de questions démocratiques, moi je dirais. À Aubervilliers à côté, rien à voir. C'est plus compliqué. Je voudrais avoir juste l'avis des architectes, designers et jardiniers de Bellastock par rapport à ça.
Par rapport à justement comment est-ce qu'on peut exprimer une certaine multiculturalité, respecter aussi les différentes conceptions de l'espace public ou mes conceptions de l'espace public sans créer un espace oppressif. Là, je pense que notamment ça fait un lien avec on peut penser à des questions de harcèlement de rue par exemple qui peuvent être aussi qui peuvent être analysées au prisme d'une différente conception de l'espace public. Et est-ce que, en tant qu'architecte ou jardinier ou designer, ce sont des questions que vous vous posez et comment est-ce que vous les posez et comment ça peut rentrer dans les conceptions? En tant que jardinier, déjà, la plupart des rues, par exemple au Clos Saint-Lazare, ce ne sont pas des rues, ce sont des espaces verts. Les commerces, mais les bâtiments, ils nient la rue. Il n'y a plus un commerce qui donne sur la rue et du coup la rue n'existe pas. Du coup, on est dans un espace on ne sait pas trop ce que c'est. C'est juste les gens circulent, ils s'arrêtent pas vraiment. Tout est fait pour qu'on aille au plus droit. Alors il n'y a rien qui est fait pour qu'on puisse faire une pause ou pour qu'on puisse discuter ou pour qu'on puisse. Et du coup, au Clos Saint-Lazare, on commence à créer un espèce de petit jardin avec un petit lieu, on ne sait pas trop encore ce que ça va devenir, on laisse un peu aussi l'initiative aux gens de choisir un peu ce qu'ils ont envie de faire de cet endroit. C'est un peu comme une boîte pour l'instant ils vont s'emparer de cette chose-là, quoi. En tant qu'architecte, toi, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses aussi C'est-à-dire comment faire la ville de manière inclusive? Ouais. Et intégrer toutes les personnes. Et quels sont les défis qui sont face à toi quand tu dois penser à ce genre de choses? Moi, en fait, c'est plus... Je fais toujours sur mes chantiers l'effort d'expliquer ce que l'on fait. C'est-à-dire beaucoup de dialogue. Que ça soit quand on avait fait un projet à Vitrolles dans le sud de la France ou maintenant au Clos Saint-Lazare, je vais systématiquement expliquer à une personne qui ne vient pas du monde de l'archi, qui est un habitant lambda, ce que l'on fait, quel est l'objectif à terme, et essayer d'éveiller sa curiosité et son intérêt sur l'architecture. Parce que c'est l'un des volets dans Bellastock, c'est également de faire en sorte que l'architecture soit un débat public. Donc systématiquement, tout ce que l'on fait, on essaie de le faire de manière pédagogique pour que les personnes puissent s'emparer des problématiques. Et parce que pour nous, c'est important que ça soit une question pour tous, l'architecture, pas seulement entre architectes. C'est notre environnement quotidien. Donc, oui, c'est clair. Et il y a même un archi chez Bellastock, un collègue, Simon Jacquemin, qui est enseignant et qui enseigne à des primaires et des collégiens. Ah oui. Tu peux peut-être prendre le micro. Tiens, allez, par le micro. Alors, Direct, il y a une question. Et moi, j'en aurai une autre après dans la foulée. Non, en fait, c'était juste une question. C'était par rapport. Moi, voilà. Installe-toi. Par rapport en fait à tout ce qui est la démarche participative, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup les usagers qu'il faut prendre en compte. Mais moi, comme je travaille dans une mairie, c'est aussi le problème de l'entretien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui sont pensés, qui sont très sympas pour les usagers, pour tout le monde. Mais au niveau de l'entretien, c'est une vraie plaie. Et c'est aussi problématique parce que du coup, inconsciemment, on y passe moins et du coup, c'est moins entretenu et ça se dégrade et tout ça. On intègre les services techniques. Voilà, nous, dans tous les processus, on rencontre les services des espaces verts, quels sont leurs problèmes au quotidien, de quel outil ils disposent, comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on avait pensé au départ pour que ça soit mieux adapté. Donc participatif, ça peut être au sens hyper large, c'est pas juste les habitants. Je connais aussi des formes participatives où tu as carrément un habitant en fait qui est référent. Parce que moi je suis partie du collectif Guérilla Gardening, du coup c'est plus du squat de jardin, de pelouse que tu retransformes en potager ou en jardin. C'est proche des mouvements d'Incroyables Comestibles aussi, qui sont plus proches des mairies. Et du coup, ils se redistribuent des parcelles comme ça dans la ville. Et du coup, il y a un habitant ou un collectif ou une asso qui est référente d'un endroit et du coup qui l'entretient. Et c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un jette pas ta canette ou arrête d'abîmer l'espace parce que toi, tu as intervenu dessus. Et tu peux te taire pendant 10 ans devant le gazon face à quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais quand c'est toi qui commences à le jardiner ou à faire des choses, ça devient une autre histoire, tu vois, parce que tu défends aussi un peu les choses. Normal. Oui, mais pour te répondre, il y a aussi quelques collectifs, c'est pour donner une vision un peu plus globale,
qui font de la formation d'élus et de techniciens. Il y a des collectifs d'architectes qui se sont mis, à un moment donné, à force d'expériences difficiles, justement liées au travail avec les mairies, tu vois, une difficulté, parce que on est rarement content du résultat, hein, quand même, hein, faut le dire. Il y a toujours des problèmes qu'on n'a pas pensé. Voilà. En fait, il y a quelques... Mais ça s'est pas encore beaucoup développé, mais ça a commencé quand même. Il y a quelques collectifs qui ont commencé à faire de la formation d'élus, de techniciens. Là, à Didatica, il y a Élise, une des membres, qui fait ça dans une ville rurale. Mais là, parce que la mairie a envie d'apprendre. Voilà. Donc, tout le problème, c'est que c'est très long. En fait, on est dans une histoire longue de transformation des conceptions de la politique locale, quoi. Et ça répond à ta question. Oui. Ok, merci. Est-ce que vous voulez rajouter que oui, moi je voulais dire que ça peut être aussi assez rapide en fait. Parce que simplement de rebouger le sol, de remettre un banc au bon endroit, des fois il y a des choses, c'est simplement un passage clouté qui n'a pas été mis au bon endroit, ou c'est des choses que des fois les gens peuvent faire sur place. Et donc, pour reparler du quartier Clos Saint-Lazare, on va sur des friches récupérer des plantes qui sont là. Là, ça demande le regard d'un professionnel, mais du coup, on emmène les gens de la régie de quartier qui sont liés à la mairie et on les emmène. Moi, je fais mon job c'est-à-dire, je vais illégalement sur des friches pour récupérer des plantes dans un cadre institutionnel, pour les amener dans une friche, dans un nouveau jardin. Ouais. Pour leur donner de la valeur. Et parce que si au milieu de la friche, c'est rien, c'est un futur bâtiment, c'est une future poubelle, une future décharge, mais dès que c'est mis en valeur et dès qu'on commence à dialoguer, à renouer, ça prend de la valeur, parce que tu leur dis cette plante-là, elle vient de votre quartier, et il y a quelqu'un qui dit mais moi je la connais, je sais faire cette recette-là avec. Voilà. Ça va faire un effet d'entraînement en fait derrière. Ouais. Ok. Moi, je voulais ajouter un petit truc. C'est aussi que dans cette inclusion et tout, il faut être aussi plus flexible par rapport aux standards de propreté et de beauté et tout ça. Parce que si tu veux vraiment intégrer l'autre, tout le monde n'a pas... la propreté française, la beauté française, elle est particulière, surtout à Paris, tu vois. Et si tu veux inclure des gens, l'appropriation de l'espace public implique aussi la mise en place d'une esthétique qui n'est pas forcément comprise comme belle ou comme propre. Oui, c'est un standard. Et c'est important aussi d'être flexible par rapport à ça. Sinon, il faut aller en Suisse. Et du coup, c'est un... Quoi ? J'ai pas la blague. Non, j'ai dit la Suisse, c'est encore le niveau au-dessus. On a fait des projets là-bas. Si tu vas dans le vignoble du Valais, donc c'est franco-suisse presque, mais c'est la pierre sèche, du coup, je renouvelle, mais la rugosité et le rugueux, on a du mal à l'accepter dans la ville, on veut que ce soit lisse. Ah oui. Ah ouais. Surtout, c'est vrai que... Oui, je voulais répondre à comment tu t'appelles ? Léonard. Par rapport à cette question, mais ça peut bouger rapidement. Pour moi, c'est une question centrale. Et si tu veux, on n'est pas tous... En fait, quand ça fait 15 ans ou 20 ans que tu fais ça, tu as envie d'aller un cran au-dessus. Donc après, moi, je pense qu'il y a un problème par rapport à ces questions de transformation de politique. C'est que y a plein d'expériences où tu transformes rapidement, où tout peut marcher. Mais la question, c'est que c'est très localisé. Et donc là, à un moment donné, si tu veux, cette idée de la transformation de la société qui est en train d'être débattue sur la place de la République, c'est ça, c'est passer à un cran au-dessus, parce qu'il y en a plein d'expériences. Mais à un moment donné, comment on fait pour justement que ça soit beaucoup plus partagé ? Parce qu'il y a plein de territoires qui bénéficient pas d'initiatives, de gens qui sont en capacité d'agir, etc. Donc moi je parlais juste de ce niveau-là. Ça s'oppose pas, au contraire, ça s'oppose vraiment pas, quoi. Et moi je crois que c'est les jeunes qui reprendront ça, qui qui sont capables de voir. Et le problème c'est qu'il y a des jeunes à chaque période historique. Et ça d'ailleurs dans ce livre, je vais te dire, ça c'était 2007. On part sur une promo. Non mais ça c'était 2007. Montre-le, oui. Non mais ça c'était 2007. Les débats sont les mêmes. On est des jeunes éternels. Si tu veux, les jeunes, c'est chaque année, chaque période historique a ses jeunes pour être motivés. Ce qui se passe à la République, il y a aussi ça. Moi, il me renvoie à ce que j'ai vécu en 95. On a tous, quand on est tous un peu politisés, qu'on a on a une sorte de conscience politique. 95 ? Le grand mouvement social de 95. Alors moi j'avais 5 ans. Donc voilà, moi j'avais quel âge ? J'avais 20 ans. Ok. Et c'était mon premier grand mouvement social. On a fait 4 mois de grève dans les écoles d'archi. On a transformé l'enseignement.
On a créé toutes nos assos, là, la plupart des assos qui sont dans ce bouquin sont nées à cette période-là. Ça a été un vrai mouvement. Mais si tu veux, chaque période historique, et moi je suis très heureuse de voir qu'il y a, si tu veux, quand tu commences à vieillir, tu vois émerger les mots. Mais le problème, c'est comment faire pour que vraiment, ça soit pas à chaque fois les jeunes qui se... Si tu veux, les jeunes, ils ont besoin de vivre, vivre la transformation. Oui, oui, c'est pas mal. Non, mais vivre la transformation politique, quoi. Bah oui, bien sûr. Je pense que c'est une expression qui est là. répète. Et là, je vois dans les commentaires beaucoup de choses, notamment sur, on pense, c'est Vivre avec, encore une fois une excellente chaîne YouTube, qui dit que par exemple, notre condition, notre genre aussi, notre validité, notre façon d'être dans le monde définit notre perception de ce monde et notre rapport avec celui-ci. On n'est jamais juste un ou une humaine dans le monde. On est des individus avec des facteurs qui nous sont associés. Ce sont des facteurs qui sont généralement subis et ce sont des facteurs qui nous poussent à vouloir changer les choses régulièrement. Donc là, effectivement, on a une expression, une volonté de changement qui est plutôt d'ordre politique. Mais c'est pour ça que je voulais vous avoir aussi aujourd'hui. C'était pour montrer, je pense que vous l'avez bien montré, que ce sont des envies qui peuvent se cristalliser autrement et qui peuvent s'exprimer autrement par différentes formes d'architecture et par d'autres façons de faire la ville, d'autres façons de faire l'espace, d'autres façons de faire le territoire. Et je pense que ça, c'était super important de le préciser. J'aurais juste une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un truc, alors ça peut être une forme urbaine ou une forme architecturale, qui vous débecte, genre vous passez devant, vous faites ah, pourquoi? Le Philharmonie. C'est où ça? Je suis Le Philharmonie de Jean Nouvel. C'est où? C'est à Paris? à la Villette. À la À la Villette, T'as d'accord. pas vu cette grosse huître Attends, faite je en regarde. motif d'oiseau? Vas-y, régale-toi. Ouais, il y a vraiment... Regarde. Il y a à Paris surtout, après le Lyon- 19e siècle, les architectes à Paris, ouh. Ouais, mais alors, comme ça, le truc. Parce Moi, qu'en fait, l'urbanisme anti-SDF. Ah oui, ça, oui. L'urbanisme Tu peux anti-SDF, expliquer? c'est tous ces... République, il y en a, je crois. Les c'est tous les petits bancs où t'as les espèces de petites, petits pics en inox, des fois des faux cactus en béton, des pierres collées. Des couvertures où tu en regardes, carrelage. les bancs ils sont jamais en continu. Tu regarderas, ils mettent systématiquement pour pas que tu puisses t'allonger, les petites anses. Ouais, C'est très discret, exact. mais Le SDF qui avant s'appelait le demeurant partout ne peut plus demeurer dans la ville. Du coup, c'est... Enfin, Ouais, c'est pas Ah ben ça s'appelle même des bancs anti-SDF. Oui, hein, oui, c'est ouais, voilà. c'est nommé, quoi. ouais. C'est du coup donc ça. Alors je voudrais juste qu'on revienne sur le Philharmonie. Je pense qu'on a eu le temps de regarder sur ouais, Google Images. c'est vrai que On va pas c'est développer encore. sur la Philharmonie quand même. Alors la moi ça pire. m'intéresse parce que Non, en quoi... non, non mais moi j'ai pas de sens. on Alors on va partir du Non, principe mais- que j'ai aucun sens esthétique. Pourquoi? Bah, moi, moi, je suis très sensible aux matériaux, toujours. Matériaux, ressources, c'est un peu mon leitmotiv, quoi, en tant qu'archi. Donc, quand je vois une débauche de matière, ça me met mal. Et là ça fait Voilà. un peu le pâté en Bah là, croûte, quoi. t'as un D'accord. pan de mur, et c'est ça. Prudencia. Ouais, Bah, en général, je trouve que Paris c'est une ville trop belle, mais tout ce qui est fait après les années 1940, Bah, le 19e siècle, ouais, c'est industriel. vraiment, tu te trouves avec des trucs avec des petites fenêtres, des murs, des façades en carrelage, mais c'est quoi ça? C'est pas une toilette, c'est non des trucs absolument horribles. Ça se Vous êtes nettoie pas facilement. très team brutaliste. Ah, moi, Non, non. Et un autre truc qui me débecte, là, c'est toutes ces nouvelles architectures pseudo-vertes, Voilà. greenwashing et compagnie, quoi. Ah. Parce que ça, franchement, ils vont pas Ah nous ouais. la faire, quoi. Là, Léo, il souffre à chaque fois qu'on lui présente des travaux de collègues qui, en fait, sur Photoshop, te recouvrent le bâtiment en entier de pelouse, avec de la comme ça. pelouse, du verre, des murs. Et c'est blanc en Donc, général, les bâtiments sont blancs avec du verre ou des trucs comme ça. Non, c'est Bah, pas- on voit plus le bâtiment, le tu principe cherches du- tout vertical farm, Ouais, c'est ça, ouais. enfin, green tower, machin, il Et y à en chaque a plein. Il est au bord de la syncope, Léo. À chaque fois. Non mais c'est tellement pas connaître qu'est-ce que c'est un système social de qu'est-ce que c'est une ferme, qu'est-ce que c'est comment les gens vivent, comment les plantes poussent, comment enfin il y a pas de- c'est sans de la réflexion, négation c'est de- voilà, c'est dystopique vraiment là pour le coup. Ok. Bah merci beaucoup à vous. Il va être 18h dans pas longtemps. Non, il est 18h03 d'ailleurs. Merci beaucoup à vous d'être passé. En tout cas, c'était Merci. super intéressant. Merci. Ça vous a fait plaisir. Et ben, c'était mon petit plaisir aussi de vous proposer ça à vous. C'est une offre. Alors, c'est peut-être un poil technique. Je sais pas trop parce que comme j'ai quelques billes. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, donc j'ai peur de geeker un peu sur ce truc-là. Donc j'espère qu'on n'a pas été trop technique. Non. En tout cas, merci. Merci aussi à vous pour vos témoignages sur le chat. Et puis
Et puis voilà, merci encore beaucoup à vous.